Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des technologies sans contact et des systèmes embarqués. Nous allons comprendre principalement de quoi est constituée cette technologie sans contact et nous allons savoir sur quels principes ils sont basés pour pouvoir nous-mêmes aussi les intégrer dans nos différentes idées de projet. Nous allons parler des technologies RFID et NFC qui sont en soi des socles du sans contact. Nous allons parler du principe de communication, de l'architecture. Ensuite, nous allons prendre des applications directes dans la vie réelle. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre des exemples avec le tag RFID que nous allons associer à la carte Arduino Uno. Et nous allons vous expliquer tout d'abord le principe de fonctionnement de cette carte et ensuite avant de passer à la programmation avec la lecture et l'écriture des différentes données et bien d'autres codes que j'expliquerai plus tard. La RFID, Radio Frequency Identification, signifie identification par radiofréquence. NFC, Near Field Communication, signifie communication à champ proche. Tous deux communiquent dans le spectre des ondes radio. Et pour la RFID, elle peut fonctionner sur deux formes, la forme active et la forme passive. La forme active, c'est celle dont elle a sa propre énergie électrique et donc va pouvoir générer ses propres ondes. Et la forme passive, elle est dépourvue de source d'énergie et va donc être baignée dans un champ magnétique pour pouvoir elle-même créer son propre champ. Et ensuite, la RFID fonctionne par transfert électrique pour des grandes fréquences et par induction magnétique pour des fréquences basses. C'est pourquoi nous allons directement toucher la NFC et qui fonctionne à la voie passive et donc par transfert par induction magnétique. Et elle a une portée inférieure à 10 cm, d'où la notion du vraiment sans contact et très proche. Et après, nous avons la RFID qui peut communiquer jusqu'à plus de 100 mètres. La NFC a pour caractéristique principale de pouvoir fonctionner à la fréquence de 13,56 MHz parce qu'elle est facilement implémentable et elle est ouverte à tout le monde. Le principe de communication pour la NFC, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus et c'est simple, comme je l'ai dit, nous avons ici le lecteur qui est alimenté électriquement et qui va générer un champ électrique et dans la carte baignée à l'intérieur, il y aura donc circulation du courant électrique et donc il y aura induction magnétique aussi et elle va donc pouvoir générer elle-même ses propres ondes. C'est sur ce principe que s'appuie la NFC à la fréquence de 13,56 MHz. Vous pouvez donc voir cette image qui illustre facilement mes propos et un exemple direct. Quelques applications dans la vie. Nous avons la NFC qui sera le plus de temps au service des personnes avec la biotique, c'est-à-dire l'achat et la validation des transports, des billets de transport dans les transports communs. Ensuite, nous avons les paiements, que ce soit mobile, que ce soit bancaire, que ce soit sans contact. Bref, nous avons aussi la sécurité. Ce diagramme en soi illustre bien les différentes applications de la NFC. En ce qui concerne la RFID, de par sa portée aussi, nous allons pouvoir facilement les utiliser dans des industries qui vont faire de l'identification à distance. Et nous avons aussi la traçabilité des produits, la maintenance et aussi la gestion des stocks. Ces deux images montrent comment nous pouvons les utiliser dans les différentes industries. Ensuite, je fais un bref résumé pour vous expliquer quelles questions vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous devez prendre en compte lorsque vous voulez intégrer ces différentes notions dans votre projet, une idée de projet. Il faut donc penser à quelle distance vous allez communiquer. Le stockage dont je vous donnerai plus de précision dans le slide qui suit autant pour moi. Quel type de carte vous voulez utiliser? Une carte classique, cryptée, oui, c'est possible. Pour nos différentes cartes de compte électronique, carte bancaire, je veux dire,
ces cartes sont cryptées et le type de lecteur, il peut avoir des lecteurs universels, c'est-à-dire qui renseignent en son sein plusieurs gammes de fréquences dont elles peuvent communiquer avec eux, ou alors un simple, et comme notre cas pratique que nous allons prendre, qui ne reconnaît qu'une seule fréquence. Donc il ne faudrait pas mettre une carte et dire que pouf, elle est gâtée, pourtant il ne communique pas juste à la bonne fréquence. C'est tout. Et ensuite prendre l'énergie. Tous ces paramètres vont vous permettre de savoir quel sera le coût de votre application, parce que c'est aussi important de penser coût. Maintenant, dans notre exemple, comme je l'ai dit, nous allons prendre le TAC RC522 que nous allons faire communiquer avec notre exemple de système embarqué Arduino Uno. C'est un TAC le plus répandu sur le marché et facile à avoir. Et dans cette carte, nous allons retrouver ce schéma qui est juste une sorte de feuillet de bobine, de fil de fer, qui sera donc responsable de créer le propre champ magnétique qui va faciliter la communication avec ce lecteur. C'est un autre type de tag ici qui est le plus reconnu dans le verrouillage ou l'ouverture des différentes portes. Maintenant, voici la phase la plus importante que vous devez être en mesure de pouvoir assimiler pour lorsque vous voulez faire de l'écriture dans cette carte RC522. Vous devez tout d'abord prendre en compte son architecture et ensuite connaître le nombre de données que vous pouvez stocker. Ici, l'architecture, elle est simple, elle est constituée de 16 secteurs et chaque secteur en soi 4 blocs. Et dans ces différents blocs, nous pouvons stocker jusqu'à 16 octets de données. Et si nous prenons donc 16 secteurs que nous multiplions par 4 blocs, que nous multiplions par 16 octets, nous obtenons là 1024 octets qui représentent en outre 1 kilo-octet. Donc dans cette carte, vous pouvez stocker jusqu'à 1 kilo-octet de données qui est largement mieux pour des opérations juste de sauvegarde de nom, prénom et la suite. Et la dernière chose à prendre en compte, c'est de savoir où vous pouvez écrire ou pas, au risque de rendre cette carte inutilisable. Il y a ces secteurs qu'on appelle secteur trailer. Ce sont des blocs, généralement les derniers blocs 3. Il ne faut pas écrire, je répète bien, il ne faut pas écrire dans ces blocs, sinon vous allez rendre la carte inutilisable. Par contre, il y a des blocs de données qui sont réservés là, de 0 jusqu'à 2, où toutes nos informations peuvent être stockées. Et la dernière que je voulais aussi apporter, c'est ce bloc du secteur 0. Ce bloc 0 du secteur 0 qui est la donnée du manufactureur. Et c'est dans cette donnée est renseigné l'identifiant unique de la carte que nous pourrions modifier après. Je vais vous montrer dans la partie code. Ou si nous écrivons un programme, nous serons en mesure de pouvoir récupérer cet identifiant unique qui ne se retrouve que à le bloc 0 du secteur 0. Et voici donc cela en question. Ensuite, avant de passer à la programmation, nous allons passer au schéma de câblage. Pour ceux qui possèdent un Arduino Uno, voici le schéma de programmation à utiliser. Et pour ceux qui possèdent plutôt un Arduino Mega qui est une évolution du Uno, voici les différents pins à respecter pour la programmation. Et si à un moment donné, vous ne pigez pas, vous ne comprenez pas ce que signifie MISO, MOSI, etc., précisez-le en commentaire que je puisse faire une vidéo ou mieux vous expliquer encore ce qu'est en soi le protocole de communication SPI, quels sont ses avantages par rapport à d'autres choses. Et une fois tout ceci précisé, on va donc passer à la partie code. Du coup, pour la partie pratique, nous allons expliquer le code. Du coup, ça va nous permettre de lire et d'écrire les différentes données. Déjà, j'utilise Arduino 2.0. Et la dernière version, en soi, le design est différent, et ça c'est différent, c'est comme ça, le taux de compression, l'opération syntaxe sont là. Du coup, sans plus tarder, nous avons besoin de librairies pour pouvoir communiquer avec le TAC. Donc du coup, une fois cela fait, nous utilisons les types de connexion.
avec lesquels nous allons communiquer. Ici, là, nous créons une classe MFR 522. Nous définissons la clé et nous définissons donc le bloc et la donnée qui va être écrite dans ce bloc. Ensuite, nous passons au statut qui sera important pour savoir si la clé peut être authentifiée ou non, inscriptible ou pas. Nous initialisons la communication série, la communication SPI. Ensuite, dans la boucle loop, c'est la boucle qui tourne indéfiniment et qui sera censée être en train de scruter les données. Ouais. Et nous allons d'abord initialiser le bloc dans lequel nous allons écrire. Après, nous allons vérifier s'il y a une présence sur une carte. S'il n'y a pas, on ne retourne rien. S'il y a, on va dire carte hypothétique. Ensuite, nous allons afficher l'identifiant unique. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement afficher le type et le nom du type de tag, en fait. Après, nous allons passer à la partie écriture. Nous avons écrit une fonction pour pouvoir réaliser l'écriture dans les différents batchs. Ensuite, nous avons aussi écrit une fonction de lecture qui va prendre en paramètre le bloc et la donnée à lire ou écran. Après, ce que nous allons faire, c'est de tout simplement afficher le bloc et de passer en revue tous ces 16 cases pour pouvoir récupérer le texte qui est là et affiché. Passons donc maintenant à la partie du code. Le code en ligne pour l'écriture, nous allons prendre tout simplement le statut et nous allons vérifier s'il est authentique ou pas. On fait une authentification. Si l'authentification est bonne, alors on dit qu'on affiche un message. Sinon, on affiche l'erreur pour le statut, l'erreur pour qui fasse que ce n'est pas possible de l'authentifier. Pareil que pour la lecture. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On va tout simplement lire la donnée, en fait. Et dans le bloc d'écriture, si je ne me trompe pas, c'est là, on va écrire le bloc. Donc en soi, voilà que le code qui a été réalisé, qui a été pensé et mis en place pour pouvoir réaliser tout cela. Voilà la fonction .write qui va permettre d'écrire dans les différents blocs pour nous. Maintenant, nous allons passer au test. Je vais prendre mon tag. Je vais peut-être que je ferme ici. Oui. Je vais et on me demande de placer le badge. Je vais placer. Et du coup, ça me renvoie d'abord l'identifiant comme on demandé. Ensuite, ça fait l'identification réussie ici. Et après, ça m'affiche le message que je voulais bien enregistrer. On pourra faire pareil avec ce taxe. On va toujours mettre la même information. Du coup, vous voyez que pour gérer ce bloc, on doit toujours venir constamment là et modifier la valeur de la variable si on le veut. Du coup, moi j'ai pensé à réaliser plutôt une interface où on aura à le faire manuellement et à contraindre par exemple l'utilisateur à choisir des blocs spécifiques pour ne pas rendre la carte inutilisable en fait. On doit donc venir là, on doit choisir le port 4 c'est pour le Arduino Uno, le port 5 c'est pour Arduino, le port 6 c'est pour Arduino Mega. On va définir par exemple là on définit le bloc où on veut écrire. Ensuite on met un on par exemple. Bon là ça va mettre tout le reste là Arduino. Là avec qui s'allume on va bien ici là je vais mettre off. Donc ici en soi on pourra écrire aussi que ce soit le nom, que ce soit le prénom, que ce soit l'âge, on va le faire. Ensuite les données vont être affichées ici. Une fois qu'on a fini, on équipe. Ceci va permettre de gérer plus facilement, plus dynamiquement les données que de venir à chaque fois modifier et écrire.
et ainsi de suite. Et du coup, pour terminer, je vais vous montrer là où on s'explique pour pouvoir réaliser toutes ces différentes fonctions. Exemple, je viens là dans le module RFID. Du coup, j'ai utilisé ces deux fonctions pour pouvoir faire le bloc d'écriture et de lecture. Et ensuite, si vous voulez par exemple changer l'identifiant de la clé, imaginez que vous avez une petite faute à organiser et que vous avez donné des tags à vos amis pour qu'ils puissent s'identifier sans avoir besoin de votre aide. Du coup, ce que vous allez faire, c'est de venir d'utiliser cette fonction euh, et de définir au niveau d'ici là les différents codes que vous voulez pour la reconnaissance en fait. C'est ici que je te dis, donc du coup ça regorge un ensemble de librairies qui peut vous permettre de fonctions, qui peut vous permettre de réaliser ce que vous avez envie. Si vous voulez cloner même le, le tag, il y a tout le temps, mais il faut se pouvoir chercher toutes les données en fait. Donc voilà un peu de manière globale, de manière générale, le projet Privacy. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fera un plaisir de venir répondre. Merci.